Nous revoici sur ce plateau. Merci d'être nombreux à nous suivre. 13h à Libreville au Gabon. C'est l'heure du journal, vous l'avez compris. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal 7. Direction le Niger où, à moins d'un an de la présidentielle, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi à Niamey contre le régime en place. Ils accusent le pouvoir d'étouffer les libertés et de mal gérer le pays. Suivons ce reportage. Au Niger, c'est la grogne. Pendant 2 heures, des milliers de protestataires, majoritairement des jeunes qui répondaient à l'appel de 38 associations locales, ont battu le pavé contre le régime de ce pays ce samedi à Niamey. À bas le gouvernement, à bas Bolloré, à bas Arriva, la patrie ou la mort nous vaincrons, tel était l'écrit des manifestants qui ont exprimé leur mécontentement général dans la gestion du Niger par les autorités en place. Pour Moussa Tchangari, l'un des organisateurs de la marche, c'est un ras-le-bol général. En forme de ras-le-bol général par rapport à la façon dont ce pays est géré par les autorités en place. Une gestion catastrophique dont on voit les conséquences sur tous les plans. D'abord sur le plan de la souveraineté nationale qui est aliénée puisque le Niger accueille maintenant des bases militaires françaises, des bases militaires américaines, etc. dans le cadre soi-disant de la lutte contre le terrorisme. Pour d'autres, les libertés semblent être étouffées. Nous sommes là également pour dénoncer la manière dont le gouvernement gère la question énergétique. Tout le monde a constaté que chaque année, on parle de milliards investis pour résorber les difficultés d'approvisionnement régulier en énergie. Et chaque fois, c'est les entreprises qui doivent faire les frais de ces coupures intempestives. Nous sommes aussi très mécontents face au refus du gouvernement de répondre à l'exigence et à la demande du peuple qui consiste à réduire le prix à la pompe sur les hydrocarbures. Nous sommes pays pétrolier, nous produisons du pétrole et le prix à la pompe est aujourd'hui plus cher qu'il n'y a 4 ans. Depuis des semaines, les syndicats des commerçants nigériens demandent l'annulation d'une convention signée en 2014 accordant au groupe français Bolloré le monopole de la manutention des 2 plus importants entrepôts de douane à Niamey, monopole qui a engendré une hausse significative des taxes. À moins d'1 an de la présidentielle, les protestataires ont également décrié une décision du gouvernement d'augmenter le nombre des députés de 113 à 171 en 2016. Au Nigeria, une attaque non revendiquée a fait 31 morts et 38 blessés dans un marché de Yola, capitale de l'État d'Adamawa, au nord-est du pays. Boko Haram est naturellement pointé du doigt étant donné que la secte islamiste multiplie les raids depuis une semaine dans l'État voisin de Borno. Uriel Abaga s'en fait l'écho. 31 morts et 38 blessés. C'est le bilan de l'attaque perpétrée jeudi par 2 kamikazes harnachés d'explosifs au marché central de Jimeta, principal centre commercial de la ville de Yola, capitale de l'État d'Adamawa, au nord-est du Nigeria. Les chiffres ont été annoncés vendredi par Sahad Bello, haut responsable nigérian chargé des opérations d'urgence dans cette localité. Une attaque non revendiquée qui intervient au moment où les raids de la secte Boko Haram sont redevenus quasi quotidiens à Maïdougouri, capitale de l'État voisin de Borno. Les hommes d'Aboubacar Shekau sont donc les premiers suspects, ayant manifestement repris du poil de la bête depuis l'investiture vendredi dernier de Muhammadu Buhari comme un bras de fer au nouveau président du Nigeria, lequel a promis de déplacer le centre des opérations de la lutte contre Boko Haram d'Abuja, la capitale fédérale, à Maïdougouri. Ces islamistes qualifiés de gens fous par le nouvel homme fort du Nigeria semblent vouloir prouver à Muhammadu Buhari qu'il n'est pas le sauveur que décrivent les leaders politiques et la presse depuis la campagne pour la présidentielle dont il est sorti victorieux de Goodluck Jonathan. L'État d'Adamawa s'estimait débarrassé de toute présence d'insurgés. Mais ce nouveau raid démontre aux populations et aux autorités locales et fédérales que ce territoire est encore loin d'être tiré d'affaire. La lutte contre Boko Haram préoccupe au plus haut point le président Muhammadu Buhari qui s'est rendu au Niger et au Tchad pour s'entendre avec ses homologues sur de nouvelles stratégies pour anéantir la bande à Aboubacar Shekau. La prise de fonction par un militaire nigérian de la force multinationale basée au Tchad il y a quelques jours témoigne de la fermeté du général Muhammadu Buhari. En bref et en images, dans le reste de l'actualité, le Togo a un nouveau Premier ministre en la personne de Selom Klassou, une désignation faite par un décret présidentiel publié vendredi dernier. Monsieur Klassou n'est pas inconnu du paysage politique togolais, docteur en hydroclimatologie appliquée de l'environnement. Selom Klassou est membre du gouvernement depuis 2000. Il a notamment été ministre de la Culture et de la Jeunesse et des Sports, mais aussi ministre des Enseignements primaires et secondaires avant sa nomination comme chef
chef du gouvernement, ce membre influent du parti au pouvoir, était vice-président de l'Assemblée nationale. C'est l'homme Klassou succède ainsi à Kwesi Seleagodji Aoumezounou. Quittons l'Afrique occidentale pour l'Afrique centrale, précisément le Gabon, où l'Union nationale, parti de l'opposition, a organisé ce samedi à Libreville un forum citoyen. L'objectif principal visé par cette rencontre était de mettre en place une feuille de route axée sur l'alternance qui permettra à ce parti de l'opposition d'affronter l'élection présidentielle de 2016. Marielle Biogou. L'Union nationale, un parti de l'opposition gabonaise, a organisé un forum citoyen ce samedi à Libreville. Le Front de l'opposition pour l'alternance, l'Alliance pour le changement et la restauration et d'autres formations de ce bord politique ont effectué le déplacement du premier arrondissement. Cette rencontre a été l'occasion pour les leaders de l'opposition et leurs adhérents de discuter de la mise en place d'une feuille de route pour l'alternance en vue de la prochaine élection présidentielle. 1. De la nécessité de l'alternance. 2. Des mécanismes et outils pour l'alternance. 3. De la responsabilité citoyenne dans la quête de l'alternance. Et 4. De la prochaine élection présidentielle. Le responsable de la première communication, Paul-Marie Ngonjou, a néanmoins relevé les facteurs de blocage de l'alternance au Gabon. Pour le membre du Bureau national de l'Ain, les responsabilités sont partagées. Une constitution qui ne favorisait pas l'alternance démocratique, déjà avec des institutions qui étaient totalement redevables au chef de l'État. L'opposition est responsable en partie de cette absence d'alternance. Parce que l'opposition, par les comportements souvent du moins opposés aux vœux du peuple, n'est-ce pas, a créé du moins des conditions, on va dire, de relations incestueuses avec le pouvoir. Les participants à ces assises n'ont pas manqué de faire part de leurs attentes, d'autant que pour les responsables politiques, il était nécessaire de faire participer la base à l'élaboration de la dite feuille de route. Je veux tout certainement, plus précisément, avoir un candidat unique de l'opposition qui doit faire et qui peut faire l'affaire. À la proposition de la présentation d'un candidat unique de l'opposition, les participants ont émis le souhait de la mise en place d'un secrétariat permanent qui permettra de fédérer l'ensemble des forces en présence de l'opposition gabonaise. Au Rwanda, la diplomatie américaine s'oppose à un éventuel troisième mandat du chef de l'État, Paul Kagame, soupçonné de vouloir modifier la Constitution pour se présenter en 2017. La situation est similaire dans plusieurs pays des Grands Lacs, mais quelque peu différente au pays des 1000 collines. Uriel Abaga nous en parle. Les États-Unis d'Amérique, par la voix d'un de leurs diplomates, se sont opposés vendredi à la possibilité d'un troisième mandat de Paul Kagame, le président de la République rwandaise. Une sortie qui témoigne de la dégradation des relations entre Kigali et Washington, débutée en 2012, mais surtout de la position des États-Unis sur une limite constitutionnelle à 2 mandats présidentiels. Paul Kagame est devenu président du Rwanda par la voie des urnes en 2003 et a rempilé en 2010. En 2017, il sera donc au terme de son 2e mandat et ne devrait pas briguer un de plus selon la Constitution adoptée en 2003. Si le chef de l'État ne s'est pas encore prononcé au sujet de sa participation à ce scrutin à venir, plusieurs signaux confortent l'idée d'une volonté de Paul Kagame de se maintenir au pouvoir au-delà de 2017. Les députés rwandais sont en ce moment en conclave jusqu'au début du mois d'août prochain pour débattre au sujet de la révision constitutionnelle qui permettrait à Paul Kagame de rester aux affaires. Les débats autour d'un troisième mandat du président sont visiblement le sujet dans plusieurs pays de la région des Grands Lacs. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est personnellement opposé à un mandat supplémentaire du Burundi Pierre Nkurunziza et s'active à mettre un terme aux velléités hégémoniques de Joseph Kabila, l'homme fort de la République démocratique du Congo. Après l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame le 17 avril 2000, les progrès du pays en matière de développement sont salués par la communauté internationale et le peuple rwandais les attribue tous au chef de l'État qu'il semble adorer. Les contre-pouvoirs sont également presque invisibles dans la scène politique et la contestation y est donc pratiquement inexistante. 2 millions de Rwandais favorables à la révision constitutionnelle ont déjà signé une pétition. Les parlementaires qui étudient cette requête affirment que le chef de l'État n'est pas mêlé à leur démarche. En plus bref, 2 Russes qui avaient été enlevés le 29 janvier dans la région de Darfour, dans l'ouest du Soudan, ont été libérés par leurs ravisseurs. L'annonce a été rendue publique ce samedi par le porte-parole de l'ambassade de Russie à Khartoum lors d'une conférence de presse. Alors selon Arthur Sazukov,
il n'y a pas eu de rançon versée ou encore de rançon versée ou d'utilisation de la force pour les libérer. C'était une libération pacifique et les deux hommes sont en bonne santé. Environnement à présent, la lutte contre le braconnage ne faille pas au Gabon où les attaques contre les éléphants se multiplient tout le temps. 5 arrestations récentes ont démontré une nouvelle fois l'ampleur du massacre qui menace les pachydermes. Samperodnba. Le massacre des éléphants ne s'arrête plus au Gabon où les chiffres montrent bien la diminution du nombre de pachydermes avec un risque réel de voir l'espèce disparaître totalement dans 25 ans des forêts et savanes gabonaises. 5 arrestations opérées par les services des eaux et forêts et la gendarmerie avec le concours de l'ONG Conservation et Justice, ont eu lieu dans le nord et l'est du pays en moins de 10 jours. D'abord dans le Wolantem, où 2 braconniers d'éléphants de nationalité gabonaise ont été arrêtés en possession de 10 kg d'ivoire près du district de Sam par les agents de la brigade de gendarmerie de cette localité. Quelques jours plus tard, 3 nouvelles arrestations de trafiquants d'ivoire ont eu lieu à Mekambo dans la province de Logwe-Viendo. La brigade du B2 de Makokou, en collaboration avec les eaux et forêts de la province, du parc de Moigna et de l'ONG Conservation et Justice, ont permis de mettre la main sur le réseau de trafiquants d'ivoire d'Aboubakar Sadili, qui était alors connu des habitants du département de l'Azadier comme un grand commerçant. Les 3 hommes ont été arrêtés jeudi dernier en possession de 2 points d'ivoire d'éléphant, de 2 calibres 12 simplex et d'une carabine 375. Le code forestier gabonais indique que la chasse, la capture, la détention, le transport et la commercialisation des espèces intégralement protégées sont interdits et les infractions vis-à-vis de ces espèces sont punies de 3 à 6 mois de prison avec des amendes allant de 100 000 à 10 millions de francs CFA. Des peines qui ont souvent du mal à être appliquées et qui, compte tenu de l'amplification du phénomène de braconnage, ne sont pas vraiment dissuasives. En effet, dans les pays voisins, les sanctions sont beaucoup plus fortes au point que le Gabon attire différents trafiquants d'ivoire et autres produits. Toujours en environnement aux Philippines, un ancien diplomate est devenu apôtre de la protection de l'environnement. Terrifié par l'impact dévastateur du typhon Haiyan sur son pays en 2013, Yeb Sano a lancé une initiative internationale pour sensibiliser l'opinion dénommée le pèlerinage du peuple. Reportage AFP. C'est un pèlerinage pour sauver le monde. Yeb Sano a récemment démissionné de son poste d'envoyé spécial des Philippines pour le climat et depuis, il marche. Une série de randonnées qui finira par un trek de 60 jours jusqu'au sommet des Nations Unies à Paris en décembre prochain. C'est là que sera négocié un nouveau traité sur le réchauffement climatique. Nous allons connecter le monde entier et envoyer un message fort aux leaders internationaux pour leur dire que nous sommes nombreux et que c'est important pour nous que les gouvernements et les industries du monde trouvent une solution à la crise climatique. Les Philippines sont en première ligne de cette crise. En 2013, le typhon Haiyan avait dévasté le pays avec les vents les plus violents jamais enregistrés, faisant plus de 7300 morts. Yeb tire la sonnette d'alarme. Pour lui, le lien est évident entre changement climatique et augmentation du nombre de catastrophes naturelles. Les scientifiques sont de plus en plus formels. Le changement climatique engendrera des tempêtes plus intenses. Et ces tempêtes seront sans précédent en termes d'intensité, mais aussi de magnitude et de risques auxquels les gens feront face. Prochaine étape pour Yeb, des zones sensibles comme l'île du Vanuatu récemment dévastée par un cyclone ou encore la grande barrière de corail en Australie. L'initiative a déjà inspiré d'autres marches similaires ailleurs dans le monde. L'objectif final, réussir à réunir des dizaines de milliers de personnes à Paris pour le sommet de l'ONU sur le climat. En Côte d'Ivoire, à moins d'1 heure de route d'Abidjan, l'ancienne ville coloniale de Grand-Bassam semble sortie d'un autre siècle. Le poids de l'histoire se fait sentir dans la cité qui fête son centenaire cette année. Et cette année, cette ville qui fut la première capitale de la Côte d'Ivoire et qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO vient d'entrer dans une série de festivités. À moins d'1 heure de route d'Abidjan, la vieille ville de Grand-Bassam semble sortie d'un autre siècle. Le poids de l'histoire se fait sentir dans la cité qui fête son centenaire cette année. Si certains bâtiments coloniaux tombent en décrépitude, l'ancienne capitale historique de la Côte d'Ivoire veut protéger son passé. On a été la première capitale, on a été la première commune. Il faut retenir que Bassam également est la première ville. Et pour l'instant, la seule ville de Côte d'Ivoire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la ville, les noms des colonisateurs sont encore bien visibles.
Véritable vestige historique, Bassam assume totalement l'héritage laissé par la présence française. Il faut ressusciter la ville de Bassam à travers l'histoire qu'elle a connue. Hein, on doit assumer le fait qu'on a été, je veux dire, l'ancrage de l'histoire coloniale de notre pays. Demeurer la mémoire tout en incarnant le futur, c'est le défi que s'est lancé la ville. Bassam accueillera une zone franche centrée sur les nouvelles technologies, une petite Silicon Valley à l'ivoirienne qui devrait redorer le blason de la ville selon le roi de la région. Aujourd'hui, nous avons de grands projets pour que Bassam redevienne un centre de développement important comme il avait été au début de la construction de la Côte d'Ivoire moderne. Avec sa situation géographique idéale et ses longues plages au bord de l'Atlantique, la ville de Bassam a tous les atouts pour devenir un haut lieu du tourisme ivoirien. Et le roi compte sur ses habitants pour encourager le développement de la cité. C'est surtout parce que ce peuple de Nzema, de Bassam, a toujours été ouvert, accueillant, hospitalier. Et ce caractère-là, nous entendons le garder. Une digue va être construite pour stabiliser l'érosion marine qui menace le littoral de Bassam, de quoi rassurer les habitants de la ville au manguier centenaire. Restons toujours en Côte d'Ivoire pour ouvrir la page culturelle de ce journal en bref et en images. La beauté ivoirienne a un nouveau visage et un nouveau nom. Andrea Kakungesa, élue Miss Côte d'Ivoire 2015 dans la nuit dernière, est la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. Avec son dossard numéro 19, du haut de ses 1,119 m, Andrea Kakungesa, âgée de 22 ans, étudiante en 4e année de marketing, a été consacrée nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne en succédant à Miss Jennifer Yeo. Pour décrocher l'échappe tant convoitée par les 25 autres prétendantes, Andrea Kakungesa, représentante du district de Yamoussoukro, a séduit le public et convaincu le jury par son charme. De retour au Gabon pour le chapitre culturel de ce journal, la projection en avant, première des 5 premiers épisodes de la nouvelle série Étoile assombrie de Patrick Bemé a eu lieu ce vendredi dans les locaux de Gabon Télévision. L'avant-première des 5 premiers épisodes de la nouvelle série télévisée du réalisateur gabonais Patrick Bemé s'est faite vendredi en présence de la presse nationale et plusieurs opérateurs économiques. Étoile assombrie, qui compte jusqu'ici 10 épisodes sur 50 de prévus, donne une vraie leçon de morale sur nos réalités africaines, plus précisément dans la société gabonaise. La dernière chose, la moralité, c'est, vous avez compris, la différence des enfants. Ça entraîne trop de choses. Beaucoup de mamans, de papas font la différence entre leurs enfants. C'est vrai, il y a des préférences. Il y a des enfants respectueux, des turbulents dans nos familles. Mais la maman ou le père ne doit pas montrer cette différence. C'est ça qui entraîne souvent la sorcellerie, pour parler français de chelou. Avant la diffusion des épisodes de la série, l'assistance a eu droit à 2 prestations des artistes issus de l'écurie du réalisateur-producteur. L'hôte de la soirée a ensuite pris le soin de présenter de manière générale ce qui s'annonce déjà comme une autre réussite de plus pour lui, sans oublier de solliciter le soutien de tous ceux qui peuvent permettre la réalisation des 42 autres épisodes restants. Ce qui n'a pas laissé insensibles les invités de la cérémonie. Et de deux, en ce qui concerne Gabon Télévision, je traduirai, comme l'a dit mon confrère, je ferai ce qu'on appelle dans notre jargon une fiche technique pour présenter. Si le directeur général n'avait pas une bonne image de vous et surtout une bonne lecture de ce que vous faites, il ne m'aurait pas envoyé. Dans une bonne ambiance, les 5 épisodes ont été appréciés des cinéphiles. Nous avons beaucoup apprécié cette série et je tiens à féliciter M. Patrick Bemé ainsi que tous les acteurs et actrices qui ont vraiment bien presté tout au long des épisodes que nous avons pu suivre. J'adresse mes félicitations à tous les acteurs comédiens qui sont là. Bravo à vous, il fallait plus. En attendant la diffusion de cette série qui racontait l'histoire d'une ravissante et studieuse jeune fille qui rencontre des difficultés sur le plan sentimental, familial et professionnel, toute l'équipe de Expression 7 continue de travailler pour parachever la série.
Du sport à présent, bref en image avant de recevoir Dina Koussou qui est déjà dans les coulisses. Plus qu'une victoire, le FC Barcelone est entré dans la légende du football en remportant la Ligue des Champions face à la Juventus 3-1 pour réussir un deuxième triplé au terme d'une finale intense samedi à Berlin. Les Blaugrana de Luis Enrique entrent dans l'histoire parce qu'ils offrent à leur club un second triplé, C1, championnat, coupe, double exploit jusqu'alors inédit en 60 ans de Coupe d'Europe. Grâce à un but de Rakitic, très tôt à la 4e minute, un autre de Suarez à la 68e surmontant l'égalisation de Morata à la 55e et un dernier de Neymar à la 97e minute. Le club espagnol décroche son 5e sac après 92, 2006, 2009 et 2011 et égale ainsi Liverpool et le Bayern de Munich derrière le Real Madrid 10e et l'AC Milan 7e. Il assoit aussi sa domination des temps actuels avec un 4e titre dans ce début du XXIe siècle. Et pour terminer, dans le cadre de la rubrique 7 en plus de cette édition de la mi-journée, Dina Koussou nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler d'un fait politique en Afrique du Sud, notamment l'augmentation du salaire de Jacob Zuma. Retrouvons-nous dans un court instant. Au pays de Nelson Mandela, après la polémique autour de l'aménagement luxueux de la résidence privée d'un kandala du chef de l'État sud-africain Jacob Zuma, cette semaine, l'actuel président de la République a obtenu une augmentation de 5% de son salaire présidentiel, une décision qui soulève l'indignation de l'opposition. Compte rendu de Dina Koussou. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma bénéficie du Parlement une augmentation de 5% de son salaire qui permet de rajouter 9 200 €, soit plus de 6 millions de francs CFA. Cette décision découle des recommandations de la Commission pour la rémunération de la fonction publique qui avait préconisé des augmentations de salaire de 5 à 6% pour les hauts fonctionnaires, les ministres et le président. Ce sont 200 parlementaires sur les 400 membres de l'Assemblée nationale qui ont accepté de valider cette révalorisation des salaires. Au Parlement, l'opposition a fait entendre son indignation. Pour le chef de l'Alliance démocratique, Mumsi Maïmane, le chef de l'exécutif a déjà reçu 100 ans d'avance sur son salaire avec les aménagements de sa résidence de Kandala qui avait coûté aux contribuables 18 millions d'euros, soit plus de 11 milliards de francs CFA. Les voix discordantes qui s'élèvent dans tout le pays s'inquiètent sur la situation socio-économique avec un taux de chômage qui est évalué à 25,5%, soit une hausse de 0,3 points. Une situation selon l'opposition qui devrait amener le régime au pouvoir à une réflexion profonde. Désormais, le salaire annuel de Jacob Zuma s'élève à 195 000 € par année, soit 127 millions de francs CFA, un montant qui confirme la place du président sud-africain dans le top 5 des chefs d'État les mieux payés au monde. Place à la rubrique 7 en plus de cette édition d'information de la mi-journée. Dina Koussou nous a rejoint sur ce plateau. Dina, bonjour. Bonjour. Alors, pour le président Jacob Zuma a obtenu 5% d'augmentation de son salaire. Pensez-vous que cette augmentation vient à point nommé ? Écoutez, je vais commencer par préciser aux téléspectateurs que sur les 400 sièges du Parlement en Afrique du Sud, c'est un peu plus de 200 parlementaires qui ont justement accepté de valider cette augmentation de salaire. En plus, cette augmentation de salaire trouve ses origines dans les recommandations de la Commission pour la rémunération de la fonction publique qui avait préconisé une augmentation de salaire de 5% à 6% pour les hauts fonctionnaires, pour les membres du gouvernement et aussi pour le président. Elle vient à point nommé, oui, pour le président Jacob Zuma qui, avec cette augmentation de salaire, se voit confirmer son rang dans le top 5 des chefs d'État les plus payés parce qu'on parle désormais de 127 millions par année. Oui. Mais à l'inverse, pour l'opposition sud-africaine, c'est plutôt un sentiment de déception, un sentiment d'indignation, mais surtout une confirmation que les priorités du numéro 1 sud-africain, donc Jacob Zuma, seraient, je préfère le mettre au conditionnel, plutôt ses intérêts à lui.
Voilà, donc ses priorités seraient ses intérêts à lui au lieu de celles du peuple dont il a la charge, dont il devrait normalement dans la logique se battre pour l'amélioration de leurs conditions de vie et l'amélioration justement de ces populations. Effectivement, Dina, dernière question, le chômage est de 5% et de 25% pardon, en Afrique du Sud et aujourd'hui on voit une augmentation de salaire du côté des ministres mais aussi l'augmentation de salaire du président. Est-ce que l'ANC de Jacob Zuma n'est-elle pas en train de s'enfoncer? Alors, l'opposant sud-africain Julius Malema, lorsqu'il a échappé au fisc la semaine dernière, avait déjà déclaré que le Congrès national africain, donc l'ANC, en anglais African National Congress, n'était plus la même formation politique du feu président Nelson Mandela. Pourquoi? Il a fait ses déclarations suite justement aux arguments du ministre de la Justice sud-africaine, ce ministre qui a déclaré la semaine dernière que le fait de réaménager la villa du président Zuma, la villa justement de Kandla, à plus de 18 millions d'euros, donc soit 11 milliards de francs CFA pour être plus clair, c'est justement une façon de mettre une sécurité. Pour lui, c'était des propos indésirables, des propos qui n'étaient pas du tout bienvenus dans la situation actuelle, puisque la population sud-africaine, c'est 25,5% de chômage, donc une augmentation de 0,3 points par rapport à l'année 2013, donc une déception. Et il faut peut-être rajouter que Mumsi Maïmane, le chef de file de l'Alliance démocratique, lui aussi a précisé que les 18 millions d'euros, donc les 11 milliards de francs CFA qui ont été dépensés pour justement aménager cette résidence du président sud-africain Jacob Zuma, étaient, selon lui, un investissement, c'est-à-dire des avances sur salaire du président. Et pour terminer, je dirais que l'ANC est en train de s'enfoncer. Je serais tentée de répondre par la positive, puisque à l'objectif, sinon à l'origine, l'ANC devrait se battre, comme j'aime le dire, je le mets au conditionnel, pour améliorer les conditions de vie, pour lutter contre la pauvreté, le chômage qui est grandissant, l'inflation des prix. On a vu justement les violences xénophobes qui ont démontré à suffisance ce regain de violence qui demeurait dans le peuple sud-africain parce que leurs conditions de vie ne sont pas bonnes. Et je crois que c'est peut-être l'occasion pour l'ANC de rattraper la situation en redistribuant ces richesses, ces sommes d'argent pour les couches sociales défavorisées et pour les Sud-Africains économiquement faibles. Merci Dina d'être passé sur ce plateau pour nous parler de cette augmentation de salaire de 5% de Jacob Zuma qui fait grogner déjà du côté de l'Afrique du Sud. Point final à cette édition d'information de la mi-journée. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur votre chaîne panafricaine.